bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour et bienvenue, vous êtes historien, vous êtes auteur notamment de Jours heureux quand les Français rêvaient encore, c'est chez Payot. Alors Jours heureux, ça tombe bien pour le 8 mai 1945. Est-ce que c'était vraiment un jour de liesse mondiale ou est-ce qu'une partie de la planète a eu mis du temps à réaliser? Oui, d'une part, une partie de la planète a mis un peu de temps à réaliser, plusieurs jours même. Et puis surtout, pour les Français, la date majeure, c'était quand même la libération de Paris au mois d'août 1944. Mais il est vrai que cette date du 8 mai, c'était la fin véritablement de la guerre en Europe, je précise en Europe, et qu'elle a quand même suscité beaucoup de mouvements de liesse, y compris en France. Mais je le répète, c'était l'aboutissement de tout un processus dont la date majeure avait été, en tout cas pour les Français, la libération de Paris au mois d'août 1944. Est-ce à dire que depuis l'été 44, on commençait un peu à oublier la guerre et à revenir sur les problèmes domestiques? Ah oui, nettement, on commençait à envisager la réorganisation administrative et politique du pays. Vous savez qu'il y avait des projets américains qui consistaient à prendre la main sur le territoire français. Et puis, il y avait le général de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire de la République française qui, lui, était en train de concevoir ce que pourrait être l'après Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est vrai que les problèmes domestiques, la libération progressive du territoire, il y a encore des poches au mois de mai 1945 à Brest, à Lorient, et la libération du territoire et la réorganisation étaient à ce moment-là déjà dans les esprits. On se bat encore dans ces poches, c'est encore des zones de conflit ou ce sont quelques Allemands encerclés? Il y a encore des combats et la poche de l'Orient, par exemple, ne sera véritablement libérée que le 10 mai 1945. C'était résiduel et on savait bien que l'immense partie du territoire français était cette fois définitivement libérée. Mais enfin, ces combats marquaient la poursuite de la guerre et donc la date du 8 mai, c'est quand même très important et ça va être célébré avec force festivité, je dirais, au bout de quelques jours. Alors cet armistice, cette reddition des Allemands, elle a été signée le 7 mai à Reims, le 8 à Berlin et on l'a faite le 9 à Moscou. Comment on explique ce calendrier glissant? Parce qu'il y a eu une première reddition le 7 mai au petit matin, d'ailleurs à 2 heures du matin à peu près à Reims. C'était le maréchal Jodl qui a signé cette reddition, mais ça n'a pas plu du tout à Staline qui voulait que la reddition se fasse à Berlin, d'ailleurs dans les locaux du QG de l'armée soviétique à Berlin. Et donc il y a eu une deuxième capitulation signée cette fois par le maréchal Keitel en présence du maréchal Zhukov et qui s'est produite alors à la toute fin de la journée du 8 mai. On était au-delà de 11 heures du soir et comme il y avait un décalage horaire et qu'on était déjà le 9 mai à Moscou, en Union soviétique, eh bien c'est le 9 mai maintenant que les soviétiques, ex-soviétiques devenus russes, célèbrent le jour de la victoire. Et c'est chez eux encore plus signifiant que chez nous. Nous, c'est un jour de mémoire. On essaye de pas trop célébrer la guerre. Pour eux, les Russes, c'est vraiment un moment de mobilisation. Oui, c'est un moment d'intense mobilisation, à la fois pour rappeler le sacrifice de l'armée soviétique à l'époque, qui a été le plus grand sacrifice dans les armées alliées. Il y a un coût humain, un coût symbolique très très fort, et puis aussi pour célébrer la puissance aujourd'hui de cette armée russe, cet empire russe que Vladimir Poutine cherche à reconstituer. Il y a une dimension militaire, une dimension, je dirais, impérialiste, beaucoup plus forte évidemment en Russie qu'elle ne l'est chez les alliés occidentaux comme les Français, les Britanniques ou les Américains. D'ailleurs, aux États-Unis, le jour de la victoire s'appelait en général le jour de l'armistice, ou le jour des anciens combattants, et c'est maintenant Donald Trump qui voudrait lui redonner sa dimension victorieuse. En Amérique, la guerre contre le Japon, qui elle ne va se terminer qu'à l'été 45, a imprégné les mémoires beaucoup plus fortement, avec en plus la dimension atomique. Oui, c'est pourquoi pour les Américains, c'est
le jour de la victoire en Europe. Il précise bien en Europe. La victoire définitive, pour eux, c'est le 2 septembre 1945, avec la reddition du Japon. Effectivement, la fin de la guerre, pour eux, c'est en septembre 1945. Et donc, ce qui est pour les Européens le jour de la victoire prend beaucoup moins de valeur symbolique. Et ça, c'est une évidence. Vous évoquez les maréchaux Jodl et Keitel. Ils iront à Nuremberg comme accusés. Ils seront condamnés à mort. Oui, ils seront condamnés à mort pour avoir été des complices actifs de la politique à la fois d'expansion et de destruction et d'éradication, ce qu'on a appelé la Shoah, le génocide, des Juifs d'Europe. Ils ont, de manière objective, collaboré à cette politique. Et d'ailleurs, c'était très important, justement pour ce qui s'est passé au mois de mai 1945. Eisenhower, général en chef des armées alliées, venait de prendre connaissance, de visiter un camp, des camps à Buchenwald et à côté, à Ohrdruf. Et le fait d'avoir le choc de cette visite dans les camps a joué beaucoup dans le refus d'Eisenhower d'accepter ce que lui proposaient originellement les Allemands, et notamment Jodl, c'est-à-dire une paix séparée, qui ne tenait pas compte des soviétiques. Et Eisenhower l'a refusé, et le traumatisme de cette visite des camps, des charniers qu'il a découvert, a joué incontestablement dans ce refus d'accepter la paix séparée proposée par les nazis. Depuis janvier 1945, on libère les camps, on les découvre les uns après les autres. Est-ce que l'opinion mondiale a réalisé l'ampleur de la Shoah ? Non, incontestablement non. On sait bien à quel point le retour, d'ailleurs, par exemple en France, le retour des Juifs en France a été relativement ignoré par une grande partie des Français, et à quel point l'ignorance de ce qui s'était passé dans les camps de concentration et d'extermination était forte dans la population française. Les esprits étaient beaucoup plus à la reconstruction, à la célébration de la résistance, à cette fiction d'une France qui aurait été entièrement résistante. Et donc la place des Juifs, le sacrifice des Juifs de France et d'ailleurs est passé, on peut dire, sous silence, et a été très longtemps méconnu. Que ce soit d'ailleurs par les autorités politiques, mais aussi par l'ensemble des Français, et surtout par l'ensemble des Français. 44-45, ce temps de la libération et de la liesse, c'est aussi en France le temps de l'épuration. Est-ce qu'on a eu une épuration, si j'ose dire, satisfaisante, juste ? C'est un sujet très très compliqué, parce que vous avez à la fois une sorte d'épuration spontanée, totalement, j'allais dire, aveugle, où on voit des femmes tondues pour des vêtilles, des gens qui sont exécutés alors qu'ils ont joué un très peu de rôle, et peut-être même que ce sont juste des règlements de compte entre tel ou tel civil. Et puis vous avez le début d'une épuration enclenchée par les comités régionaux de résistance, qui finalement ne va pas aller très très loin. On sait que beaucoup de responsables français de la collaboration avec l'Allemagne vont passer entre les mailles du filet, et on saura que cette épuration aura été très incomplète, que ce soit dans l'administration, dans la justice ou dans le secteur économique. C'est un problème que d'ailleurs le général de Gaulle mettra en lumière en disant aux patrons qui venaient le voir au lendemain de la guerre: j'ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres pour venir aider la France libre. Il reste encore des secrets, des archives à découvrir pour les historiens comme vous sur cette période ? Oui, bien sûr qu'il reste des secrets, notamment dans les archives ex-soviétiques devenues russes,
qui ont été à un moment ouvertes et puis refermées pour beaucoup d'historiens. Et il y a toujours, je dirais, chaque semaine, des historiens qui travaillent sur ces questions et qui retrouvent des éléments, et notamment qui remettent en lumière ce qu'a été la réalité de la solution finale, du génocide, de la Shoah, mais aussi des règlements de compte au sein de la résistance, par exemple. Il y a chaque année, des mémoires de maîtrise, de ce qu'on appelle master aujourd'hui, ou de thèse, qui continuent vraiment à investiguer sur ces questions. Cette période du printemps 45, c'est aussi le moment où l'Europe se fixe dans une nouvelle géographie, se partage. Oui. C'est terminé aujourd'hui, on est dans l'après-après. Oui, non mais ça c'est vraiment l'essentiel. Ce que vous soulignez, c'est que au fond, ce qui se passe, cette capitulation de mai 45, c'est vraiment la fixation de ce qui avait été déterminé au cours de plusieurs conférences entre Roosevelt, Staline et Churchill, surtout Roosevelt et Staline, cette fameuse conférence de Yalta en février 1945, pendant laquelle on se partage en quelque sorte le monde. Et là, vous avez l'aboutissement des lignes de front entre les États-Unis et l'Union soviétique à Berlin, le partage de l'Allemagne et la naissance de ce qu'on va appeler le partage bipolaire du monde et qui va donner la guerre froide. Quant Aujourd'hui, allez-y. J'allais dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de tentation de recréer ce duopole bipolaire à travers la question de l'Ukraine, où on voit bien cette tentation, alors avortée, puisque les Européens aujourd'hui sont plus forts, mais cette tentation avortée malgré tout de régler cette question de l'Ukraine par un accord, j'allais dire, au sommet entre Poutine et Donald Trump. Mais il y a une autre grande puissance qui, à l'époque, ne l'était pas, c'est évidemment la Chine qui a son mot à dire maintenant dans cette espèce de règlement au sommet des affaires du monde. En 30 secondes, comment vous expliquez que Poutine puisse accuser l'Ukraine d'être des nazis et que ça marche encore sur l'opinion russe ? Alors ça fait référence aussi à ce qui s'est passé justement pendant cette Seconde Guerre mondiale, où une partie des Ukrainiens qui avaient subi pendant des décennies l'oppression du régime soviétique, se sont à un moment donné tournés vers les nazis, alors que une bonne partie des Ukrainiens, et notamment des Juifs d'Ukraine, ont été les premières victimes de l'Holocauste, de l'extermination, de la solution finale. Et puis, ça fait partie donc de cette espèce d'antienne reprise par Vladimir Poutine, qui est une fiction historique, mais qui continue à fonctionner pour une partie de la population russe. Eh bien, Jean Garrigue, je rappelle votre livre « Jour heureux quand les Français rêvaient encore chez Payot ». Merci et bonne journée. Radio J, retrouvez